Bonjour Véronique Liès, on est ravis de vous avoir dans le podcast. En plus, vous êtes oratrice à notre premier congrès francophone sur la ménopause, donc c'est un honneur de vous avoir avec nous. Je propose que vous vous présentez pour l'audience qu'on a. Avec plaisir. Bonjour Amandine. Je m'appelle Véronique Liès, je suis diététicienne nutritionniste de formation. Et puis à côté de ça, je suis enseignante. J'enseigne notamment à l'université à Grenoble en micronutrition. J'enseigne au Cerdaine à Bruxelles. J'écris des livres et je donne des formations pour les professionnels de la santé autour du sport, autour du microbiote, autour des hormones et de la micronutrition en général. Super, super intéressant. Parce qu'en plus, la nutrition, c'est parfois un sujet qu'on oublie un peu lors de la ménopause. On pense uniquement aux hormones, mais en fait, tout commence par une bonne alimentation. Une alimentation, je pense, aussi spécifique liée au changement de la ménopause. Et la dernière fois, vous m'avez vraiment impressionnée. J'avais vraiment bien retenu le lien avec le microbiote et la ménopause. Je trouve que c'est un sujet qu'on n'a pas encore énormément abordé. Donc, oui, je pense que c'est peut-être le moment qu'on en parle. C'est vrai que c'est pas vraiment un lien qu'on fait facilement, parce que déjà le microbiote c'est quelque chose d'assez nouveau, on va pas se mentir. Alors les spécialistes, les chercheurs, ils connaissent maintenant le microbiote quand même depuis, ça fait pratiquement 20 ans qu'on a compris à quel point c'était un acteur important. Mais dans le grand public, c'est seulement maintenant qu'on commence à vraiment beaucoup entendre parler de ce microbiote. Alors si vous êtes d'accord Amandine, peut-être commencer par pour ceux qui savent pas trop encore ce que c'est d'expliquer ce que c'est ce microbiote finalement. C'est pas si clair, pour tout le monde. C'est passionnant, tout le monde en parle, mais quand on demande aux gens: «C'est quoi le microbiote?» c'est pas toujours, aussi facile que ça. Alors le microbiote, en fait, on devrait dire les microbiotes, mais quand on parle du microbiote, en général, on parle du microbiote intestinal. Mais il faut rappeler qu'on en a un sur la peau, qu'on en a un au niveau du vagin, dans le nez, dans les poumons. Il y en a donc un petit peu partout en fait dans notre corps, mais le plus étudié et apparemment le plus important, c'est au niveau de l'intestin. On en a un dans la bouche aussi qui est très très important. Et pour la femme, ça va être évidemment principalement les microbiotes vaginaux et intestinaux, donc l'intestinal et le vaginal, qui vont jouer un rôle fondamental au niveau de la ménopause. Et ils ont un lien, les deux. Ils sont complètement reliés. Donc en fait, tous nos microbiotes communiquent entre eux. On dit souvent que le microbiote, c'est un peu the second brain. The second brain, oui, on parle beaucoup du deuxième cerveau, c'est vrai. Pourquoi on dit ça? On dit ça parce qu'en fait, ces micro-organismes, puisque c'est ça le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes et pas que des bactéries. C'est vrai qu'on parle beaucoup de bactéries, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des levures, il y a donc c'est des champignons, il y a des archées, il y a des virus qu'on appelle des phages et qui sont en fait des virus de bactéries. Ça, c'est même l'avenir. On peut en parler un petit peu après parce que c'est absolument passionnant. C'est des virus qui sont capables de tuer des bactéries. Et ça va vraisemblablement bientôt remplacer, en tout cas venir aider à soutenir les antibiotiques puisqu'on sait qu'on est de plus en plus résistant. Donc, on a chez la femme des microbiotes un petit peu partout et aussi au niveau du vagin, au niveau de l'intestin. Et en effet, le microbiote intestinal est une forme de réservoir pour le microbiote vaginal. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même composition. Donc ça veut dire que notre système immunitaire, il est capable de faire le tri à l'entrée du vagin et de dire toi tu peux rentrer, toi tu peux pas rentrer, toi tu peux rentrer, toi tu peux pas rentrer. Ben, c'est important aussi pour tomber enceinte. C'est quand même aussi le microbiote le pH, non, qui joue un jeu pour quand on veut tomber enceinte. Quand il y a l'ovulation, pardon, je trouvais pas mon terme en français. Oui. Oui, absolument. Donc ça, ce sont des choses qu'on découvre quand même et qui sont assez récentes. Il y a malheureusement beaucoup de femmes qui sont confrontées à des problèmes d'infertilité. Parfois c'est monsieur, parfois c'est madame. Je rappelle que c'est les chances égales parce qu'on met beaucoup la charge mentale quand il y a infertilité chez madame, mais je rappelle qu'il y a autant de causes masculines que de causes féminines. Et en fait, la composition de ce microbiote vaginal, il va
en effet impacter le pH, donc le niveau d'acidité du vagin, et il va être directement lié aux chances d'avoir une ovulation qui se passe tout à fait correctement, et aussi aux chances d'implantation. Parce qu'il y a, voilà, parce qu'il y a des femmes qui vont tomber enceintes et faire des fausses couches, tomber enceinte, faire des fausses couches. Et c'est lié aussi en partie à la composition du microbiote. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que au moment de la ménopause que ce microbiote va jouer un rôle Et fondamental. je pense aussi au moment de l'accouchement, ça peut aussi avoir un impact sur l'immunité de l'enfant. Ça a un énorme impact. Aujourd'hui, on sait notamment que quand une femme accouche par césarienne ou par voie basse, eh bien, l'effet sur la santé de l'enfant n'est pas le même. Parce C'est bien. qu'il ne va pas être exposé aux mêmes bactéries. Quand l'enfant passe par voie basse, il est évidemment confronté aux bactéries du vagin et aussi de l'anus de la maman. Donc tout ça va lui apporter une certaine composition de microbiote, alors que quand il sort par césarienne, en particulier, et ça c'est une petite nuance quand même que je tiens à apporter, parce que parfois sinon ça donne une forme de culpabilité à certaines mères, parce que les césariennes, on ne les choisit pas toujours. Mais en fait, cet effet est encore plus fort quand la césarienne, elle est de confort. Parce que quand c'est une césarienne qui n'est pas programmée, en général, il y a eu rupture déjà de la poche, etc. Et l'effet négatif, je dirais, de la césarienne est un petit peu moindre. Donc, ce qu'il Ah oui. faut en tout cas encourager à faire, c'est d'expliquer aux femmes, on ne choisit pas une césarienne par facilité ou par confort. On la Non. choisit. C'est surtout aux États-Unis quand même que ça se fait rapidement par confort. Je trouve qu'en Belgique, on est moins, ils stimulent quand même vraiment l'accouchement naturel. Ouais. Oui, mais il y a des femmes qui ne s voilà, qui préfèrent, par césarienne pour des raisons qui leur sont propres, et peut-être qui n'ont pas cette information que ça fait quand même une différence, et voilà, et comme vous dites, Amandine, bah, ça a un effet sur l'immunité, donc le risque d'allergie, et cetera, et aussi même sur le poids et les maladies métaboliques. Ouais, Donc incroyable, donc hein. c'est Donc oui, assez. cette éducation. Bon, aujourd'hui, on va surtout penser plutôt à la seconde ménopause, à la seconde ou la puberté inversée, c'est ça. Parfois, on appelle la ménopause la puberté inversée. Je pense qu'on va se laisser, on va parler de cette partie-là. Donc, quel est le lien entre le microbiote et la ménopause? Alors, en fait, les liens, ils sont assez importants. Ouais, D'abord, on sait malheureusement qu'au moment de la ménopause, on a une petite tendance à prendre du poids, ouais. et une des raisons, c'est justement une modification de la composition du microbiote qui peut amener la femme à devenir un petit peu plus insulino-résistante. OK? Ouais. Donc on Et sait. ça a à voir avec la bactérie Akkermansia? Alors, ça a un rapport partiel avec Akkermansia, mais il y a quand même un pourcentage important de femmes qui prennent du poids, on ne va pas se mentir, au moment de la ménopause, et elles ne sont pas toutes en manque d'Akkermansia. Donc, on sait En fait, aujourd'hui. un métabolisme qui est ralenti, mais l'alimentation n'est pas adaptée. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que Alors, oui, je oui dis? et Ouais. non, parce qu'il ne faut pas mettre non plus toute la part je vais dire, de culpabilité. Il y a aussi quand même une grande chance qu'il y ait une part de génétique, qu'il y ait une part de pas de chance, et aussi de composition de microbiote initial. Parce qu'il faut bien comprendre que son microbiote, on peut le moduler que partiellement à l'âge adulte. C'est surtout pendant les premières années de vie qu'on va vraiment avoir un impact très important. On a parlé du mode de naissance, c'est aussi le fait d'avoir été allaité ou pas, d'avoir eu des antibiotiques ou pas. C'est l'alimentation pendant les 2-3 premières années de vie qui va être fondamentale pour faire ce qu'on appelle vraiment le corps du microbiote. Ok. Et après, progressivement, on va de moins en moins pouvoir le moduler. On peut le moduler encore à l'âge adulte. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, sinon on serait tous foutus. Mais Avec une transplantation de selles ou oui, non, non, avec l'alimentation, bien fort heureusement, on n'est pas obligé de passer par une transplantation du microbiote fécal. Ce serait un peu difficile. En plus, c'est pas autorisé à part dans certaines indications. Mais donc l'idée, c'est que à l'âge adulte, l'alimentation va avoir un impact sur le microbiote, mais ça va être un impact à court terme si l'alimentation n'est bonne qu'à court terme. En d'autres mots, on est obligé de tout le temps bien manger pour garder un microbiote en bonne santé quand on est adulte. Donc, ça ouais. veut dire que Et quels les sont régimes, ça vos sert à rien.
Parce que je suis également nutritionniste, mais c'est quand même toujours chouette d'entendre les conseils de l'un et l'autre. Quels sont comme ça vos trois conseils d'une alimentation saine, les trois tips que vous conseillez presque tout le temps en premier lieu? Eh bien, je dirais pour moi, numéro un, manger beaucoup plus de fibres. Ça, c'est vraiment fondamental. Heu Et quel type de fibres? et tout type de fibres et après on va donner des conseils personnalisés. Parce que ce qui est très, très intéressant aujourd'hui, c'est que évidemment on comprend que les fibres sont essentielles à la santé et à la santé du microbiote, mais on comprend aussi que des fibres solubles et insolubles, ça n'a pas les mêmes effets, que des fibres visqueuses, non visqueuses, ça n'a pas les mêmes effets, fermentescibles, non fermentescibles non plus. Et donc en fonction de l'effet recherché, Heu, c'est vraiment, l'objet de beaucoup, beaucoup de recherches aujourd'hui et c'est vraiment dans ce domaine que je donne le plus de formation. C'est aujourd'hui, on est en route vers la personnalisation de la prise en charge du microbiote et on peut dire à certains patients: «Eh bien, toi, tel prébiotique va être beaucoup plus important pour toi que celui-là». On sait que quelqu'un qui fermente beaucoup, il va beaucoup mieux supporter du psyllium que de l'inuline, par exemple. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a beaucoup. Donc, premier conseil, je dirais vraiment plus de fibres, plus de prébiotiques. Le deuxième, et il va de pair, c'est plus de végétaux. Mais Ok. ça va évidemment, de pair avec, voilà, avec le fait de manger plus de fibres, mais ça permet aussi d'avoir des polyphénols, donc d'avoir aussi des prébiotiques autres que des fibres. Et après, troisième conseil, oh, il y en a tellement à donner, mais je dirais les oméga 3. Ok. Nous manquons Les poissons gras voilà, alors? Ouais. poisson gras, et puis, l'autre part, les oméga 3 plus d'origine végétale comme l'huile de colza, ce genre de choses-là. C'est vrai qu'ils sont quand même pas mal délaissés. Quelqu'un qui mange suffisamment d'oméga 3, assez végétal et des fibres, il a vraiment déjà une très bonne base. Après, à la ménopause, il y a des petits conseils qu'on va ajouter. Ça va quand même être de faire attention à ne pas manquer de protéines. Parce que c'est vrai que on entend beaucoup manger végétal, manger végétal, manger végétal, tout ça c'est bien beau, mais ça ne veut pas dire supprimer les protéines. Et c'est vrai, j'avoue que nous, on voit pareil dans les consultations que les femmes ménopausées à un certain âge, ils éliminent la viande et puis le poisson et puis tout compte fait aussi les œufs. Mais ils oublient en effet l'importance des protéines au fond animales euh, pour les acides aminés essentiels, oui. Absolument. Alors, on peut s'en passer, hein. Si c'est bien construit, si c'est intelligemment fait, il y a moyen de se passer de protéines animales, mais il faut avoir une vraie bonne connaissance vraiment de la nutrition. Et moi, je vois plus des gens qui se disent, ah, je dois faire attention à ma ligne, je vais manger des salades, je vais manger des légumes, et qui oublient d'ajouter les protéines. Et ça peut être vite un problème, en particulier à la ménopause, où on sait, puisque c'est le sujet, qu'on va avoir tendance à perdre beaucoup plus facilement notre masse musculaire. Et ça a des conséquences évidemment en termes de métabolisme et de Ouais. poids. Et donc, Ouais, le poids aussi bien indirectement, hein. sûr, Il y a déjà la redistribution des cellules graisseuses, hein, c'est comme ça qu'on des dit ça? adipocytes et des Oui, cellules graisseuses, absolument. et Elles sont réparties autrement. oui, plutôt vers le ventre, donc c'est souvent les déjà moins sain. Il y a le métabolisme qui ralentit vu la baisse des hormones, et puis il y a encore effectivement s'il y a une perte masculaire, il y a ce métabolisme qui se ralentit. Mais donc le lien du microbiote, je suis là à nouveau, mais j'ai Oui, envie de oui, connaître oui, la réponse et la ménopause. et donc le lien, il y en a plein. La première chose, c'est que à partir du moment où on a une chute des œstrogènes, on va avoir au niveau vaginal moins de glycogène. Et le glycogène, c'est ce qui nourrit les lactobacilles. Donc le glycogène, c'est quoi? C'est une longue chaîne de sucre, hein, de glucose, qu'on va avoir dans les muscles, etc., mais qu'on a aussi au niveau de la paroi du vagin. Et ça, c'est la nourriture des lactobacilles du vagin. Parce qu'évidemment, c'est facile dans l'intestin. Les bactéries, elles se nourrissent de fibres, mais au niveau vaginal, on n'a pas des fibres, elles n'arrivent pas là. Donc il faut bien que ces lactobacilles, elles se nourrissent. Eh bien, elles se nourrissent de ce glycogène qu'elles vont aller découper et hop, elles vont le consommer. Sauf que moins d'œstrogène égale
perte de glycogène, moins de nourriture et donc moins de lactobacilles. Mais ces lactobacilles, normalement, elles sont très très présentes au niveau du vagin. Donc là, il va y en avoir beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe? Ben, elles s'en vont, donc il y a d'autres bactéries qui vont venir prendre la place. Et la plupart du temps, des bactéries pas très sympathiques. Donc ça va être des Escherichia coli, par exemple. Donc on va faire autour de la ménopause plus de cystites. On va avoir aussi plus de sécheresse au niveau vaginal. Et tout ça est associé finalement à des profils de microbiote bien déterminés. Et en fait, dans la vie d'une femme, on a aussi un profil de microbiote. Chacune, il y a à peu près 5-6 groupes de profils. Et il y a des femmes, elles n'auront jamais de problème. Les femmes qui ont un microbiote vaginal très riche en Lactobacillus crispatus, eh ben, elles vont avoir des enfants facilement, elles vont jamais faire de vaginite, de vaginose, elles vont vraiment n'avoir aucun inconfort. Et là, il y a un lien avec l'alimentation ou c'est pur hormonal, pur les savons qu'on utilise? C'est un tout. C'est un tout. Il y a un énorme lien avec le tabac. On sait que les femmes fumeuses ont souvent un beaucoup moins bon microbiote au niveau vaginal. Il y a un lien avec l'alimentation, puisque l'intestin sert de réservoir. Le fait de bien manger fait qu'on a un bon réservoir au niveau digestif. Et puis, il y a, comme vous l'avez dit, un lien avec l'hygiène. Et c'est pas dans le sens qu'on croit. C'est pas je manque d'hygiène. Bien sûr, si on manque d'hygiène, c'est pas terrible, mais c'est souvent trop d'hygiène. Donc, c'est des douches vaginales, c'est des savons qui sont agressifs et qui vont aller déséquilibrer le pH et qui font que ce microbiote au niveau vaginal va vraiment être détérioré. Donc, ça, c'est vraiment par rapport au microbiote vaginal. Après, il y a un lien très fort aussi avec le microbiote intestinal. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'il y a aussi, du coup, un lien avec le risque de cancer du sein. En fait, quand on a des œstrogènes pendant toute sa vie, il faut qu'ils soient gérés, hein. Donc, parfois, on les prend par traitement, mais parfois, on en produit nous aussi. Ces œstrogènes, ils vont être, on dit, conjugués dans le foie pour pouvoir être éliminés. En fait, on va les coller à une autre molécule, le foie va les coller à une autre molécule, et en les conjuguant, le rein est capable de les éliminer et les intestins peuvent aussi les éliminer. Sauf qu'on a Encore une fois, l'importance du foie. Exactement. Et donc, en fait, notre microbiote, ce petit malin, il adore dans l'intestin aller déconjuguer les œstrogènes pour pouvoir consommer la partie qui était accrochée aux œstrogènes. Et donc, ces œstrogènes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont être réabsorbés parce qu'ils sont de nouveau sous forme libre. Donc, en fait, le microbiote, il augmente la charge en œstrogènes. Sauf qu'on sait que plus une femme a une charge en œstrogènes importante et plus son risque de cancer du sein va augmenter. Et donc, on sait aussi qu'une femme qui mange plutôt méditerranéen, qui mange plutôt bien, elle va avoir moins de bactéries capables d'aller déconjuguer les œstrogènes. Et donc, elle va réduire un peu sa charge en œstrogènes parce que ce sont des œstrogènes qui sont assez délétères, qui ont une charge assez importante. Donc, on voit que tout ça est important. Autre lien, on sait, et on en a parlé, que le fait de manger beaucoup de fibres, de prébiotiques, eh bien, ça va notamment, et les oméga 3 aussi, ça va notamment aller booster Akkermansia muciniphila, mais aussi d'autres bactéries qui sont capables d'avoir plein de bienfaits, qui vont nous aider à avoir plus de mucus, donc une barrière plus importante, une barrière plus efficace. Et donc, on va avoir des petits morceaux de bactéries, comme les LPS, qui pourront moins facilement passer à travers la membrane de l'intestin. Et quand on a des petits LPS qui passent dans le sang, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va faire de l'inflammation et de l'insulinorésistance. Donc, il y a vraiment un lien direct entre ce que l'on mange, la qualité du microbiote, la qualité de notre barrière, le fait de se protéger de ces petits LPS et donc de mieux se protéger de l'insulinorésistance. Et il y a comme ça toute une série de mécanismes, parce que ce que je viens de décrire pour les œstrogènes, c'est vrai aussi pour les hormones thyroïdiennes. Et donc, on sait aussi qu'à la ménopause, la thyroïde, elle tombe pas spécialement malade, mais elle peut être un petit peu ralentie, donc le métabolisme se ralentit. Eh bien, là, c'est la même chose. On a intérêt à pas trop
réabsorber d'hormones thyroïdiennes. Là, c'est plutôt l'inverse, on n'a pas envie d'être en hyperthyroïdie. Donc on voit bien que ce microbiote est très très présent au moment de la ménopause, sans oublier que c'est quand même lui qui contribue à l'absorption des nutriments. Et donc, on a besoin d'iode, on a besoin de sélénium, on a besoin de zinc, on a besoin d'oméga 3, on a besoin de vitamine D, bien évidemment, de calcium. L'absorption du calcium, l'absorption du fer, l'absorption de plein de nutriments, eh bien, elle est conditionnée par la qualité de notre microbiote. Donc, on voit bien que c'est un acteur central. Concrètement, il y a aussi l'aspect des selles qui change alors. Si le microbiote intestinal change, est-ce que les selles peuvent aussi être d'une autre qualité lors de la ménopause ou quelle est votre expérience à ce sujet-là? Alors, c'est pas tant les selles en elles-mêmes, c'est plus soit de la fréquence. On sait que le fait d'être constipé, c'est un marqueur de déséquilibre du microbiote et notamment, pas spécialement de bactéries, mais des archées en particulier, qui ont cette capacité, malheureusement, de provoquer de la constipation en cas d'excès. Et je dirais qu'au moment de la ménopause, on va observer beaucoup plus de ballonnements, de gaz. Et ça peut être un signe. Voilà, moi j'ai dans mes patients tellement de femmes qui me disent mais je suis ballonnée, mais je mange n'importe quoi, et je suis ballonnée avec tout. Et donc ces modifications de microbiote se traduisent plus souvent par des changements au niveau de la digestion, au niveau des ballonnements des gaz. Je dirais plus que par l'aspect des selles. Ok, ok, ouais. Mais après, l'aspect Mais des bon, il y selles a un peut changement compter. quand même. Oui, 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 clairement. Ouais, ouais. il peut y avoir un changement. Et puis, il y a des femmes, vous savez, c'est toujours comme ça, qui passent à travers, comme ça, qui ont aucun symptôme, aucun Ouais, signe. Donc, ouais. il y a une part, évidemment, de chance aussi, hein, on va pas se Oui, mentir. oui. De chance et je pense de préparation, hein. Je pense que le fait déjà qu'on en parle, qu'il y a ce congrès, euh, mais moi je suis jeune, j'ai 40 ans, mais je trouve que c'est quand même un sujet qui peut être abordé plus longuement, même aussi bien dans les formations. Peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais en général aussi chez le généraliste, chez la diététicienne aussi. Je pense que ça reste un sujet où il faut bien être, oui, éduqué avant qu'il y a le moment qu'elle a de la vraie ménopause, quoi. Et ce Donc, n'est pas le cette cas. périménopause, c'est pas Euh, le cas, hein, et quand c'est même. pas le cas. C'est Non. beaucoup plus le cas qu'avant parce que la Oui. santé intime féminine, c'est un sujet qui maintenant Mhm. enfin fait parler, j'ai envie de dire, et un petit peu plus moins tabou. Hein. Mais c'est pas encore vraiment le cas. Ça m'étonnerait que spontanément, Amandine, vous ayez votre médecin qui vous dise, Amandine, la préménopause approche. Et si on en discutait un petit peu, en Ouais. général, c'est quand les symptômes sont là. Et les premiers symptômes, ça peut venir autour de 45 ans. Hein. Il ne faut pas attendre d'avoir 50, 55. Donc, on peut avoir dans une première étape un déséquilibre hormonal où on va avoir une chute de la progestérone avec un maintien des œstrogènes. Donc, on est en hyperœstrogénie relative et ça peut déjà se caractériser par une prise de poids, par des modifications au niveau du corps. Donc, il ne faut pas attendre d'être ménopausé pour se renseigner sur le sujet parce qu'il y a déjà des choses qui vont se passer. Est-ce que vous avez aussi des patients où vous voyez un lien, des patients qui n'ont aucun symptôme, par exemple, c'est plutôt des femmes qui ont préparé cette ménopause ou qui mangeaient déjà sainement avant ou qui avaient un poids sain? Est-ce qu'il y a un lien entre les femmes qui passent une bonne ménopause et ceux qui ont vraiment tous les symptômes possibles lors de cette Alors, période? il y en a, mais pas toujours. On va pas se mentir, sinon on ferait vraiment des catégories. Toi, c'est bien, toi, c'est pas bien. J'ai quand même déjà observé que souvent les femmes qui passent à travers, elles me disent, oh ben ma maman aussi, elle est passée à travers. Donc il y a, alors évidemment la maman, peut-être qu'elle a bien entre guillemets éduqué aussi sa fille et qu'elle est peut-être informée. C'est toujours très difficile de faire la part des choses. Ce que l'on sait aussi, c'est que malheureusement le fait d'être en surpoids
va plutôt avoir tendance à augmenter les symptômes de la ménopause. Parce que le tissu adipeux a cette capacité. Alors ça peut être une aide, parce que quand on manque d'œstrogène, le tissu adipeux peut en fabriquer, mais ça peut aussi malheureusement renforcer de l'insulinorésistance. Si on est déjà un petit peu en insulinorésistance au moment de la ménopause, ça ne va évidemment pas s'arranger. Et là, l'insulinorésistance, on peut vraiment faire de la bonne prévention. Donc oui, on peut vraiment agir avant, en amont. Ça ne veut pas dire que ça va toujours fonctionner, malheureusement. Comme je l'ai dit, il y a le microbiote, il y a la génétique, il y a nos habitudes de vie, parce que c'est comme ça. Changer son alimentation, c'est quelque chose qui est compliqué. On ne fait pas ça en un claquement de doigts. Quand on Oui, était... souvent, tu as aussi une famille, donc tu n'es pas seul non plus. Hein? C'est Il ça, faut on être fait pas ce qu'on honnête. veut, Oui. hein. Des lentilles germées, quand on a trois ados, je peux vous dire que ça passe pas Oui, toujours très bien. absolument ça. Et moi perso, j'ai vraiment je me sens moins bien quand je mange tard le soir ou copieux le soir. Et bon, si tu en viens un moment en famille, tout le monde travaille, tout le monde est à l'école, tu le Absolument. fais quand même, quoi. C'est sympa. Oui. Absolument, on fait pas tout ce qu'on veut, quoi. OK, génial. Bon, je pense qu'on est à une demi-heure là. Le sujet était super intéressant. J'ai aussi appris un peu, j'avoue. On peut en Donc, un parler peu des heures, beaucoup. hein. On apprend tout le temps, c'est top. Non, mais chacun a sa spécialité, donc c'est super. Je trouvais que c'était très clair. Et puis, j'avoue que oui, on est super fiers qu'on a déjà 250 inscriptions au congrès de la ménopause. C'est pas mal pour un premier. En Flandre, on est à 400-500, donc pas tellement plus. Là, on est déjà plus connus. Donc, ça sera une super édition. Je trouve que les oratrices sont top. Vous venez aussi. Donc, je pense que ça va être un super succès. Et le but, c'est clairement de donner des conseils personnalisés, mais aussi des conseils simples, compréhensibles. Ah, c'est le but, hein, c'est de Ouais, faire de la ouais. pratique. Là, on a parlé un peu de mécanismes, etc., pour Ouais. montrer l'importance, mais c'est important aussi de traduire ça après en conseils pratiques. Et c'est pas très compliqué de traduire ça, des fibres, des polyphénols, Non, non. des oméga 3, de la vitamine D, et on Donc ce arrive soir, on mange des sardines, un petit voilà. poisson gras comme du saumon, des légumes De fermentés. toutes les couleurs. S'ils sont Ouais, lactofermentés, c'est encore mieux, mais on n'est pas obligé non plus. Il faut que ça reste quelque chose de ouais, confortable à mettre en place. ouais, Quelqu'un ouais. qui a déjà pas l'habitude de manger des légumes, si vous lui dites de manger des légumes fermentés, alors ça Ouais, va ouais, être... c'est clair. Du coup, Chacun doit non. adapter en fonction de ce qu'il peut faire, mais chaque petit changement fera du bien. Ouais. Moi, j'ai toujours un conseil. La moitié de votre assiette doit contenir des légumes. Mm. Donc déjà, même si vous mangez un spaghetti bolo, mangez la moitié et l'autre moitié des légumes. C'est déjà un big step, quoi. Donc voilà. Absolument. Bon, génial, Véro, merci Avec pour votre plaisir. temps, c'était super. Et puis, on se voit en octobre, hein, donc génial. On se tient au courant et ça sera, c'est au Mérotte, donc à Bruxelles, donc c'est super facile d'accès, l'endroit est canon, donc ça sera chouette, quoi. Donc, Eh ben, c'est super. super, grand merci pour votre Avec temps, hein. plaisir. Bon Et puis, tu après-midi. donneras un exemplaire de ton livre, hein. Ah ben j'en ai écrit plusieurs, donc il faudra que... celui Vous sur êtes- le microbiote, alors. Ok, super. Ça va. Parfait. Merci, hein. Merci, Bye bye. merci, au revoir. Bye bye.